Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les tensions autour du droit d'asile, entre les principes et les pratiques. En fait, cette conférence porte sur les aléas de l'asile, de son principe à son application concrète. L'asile présente en effet deux aspects, un droit, un ensemble de dispositions d'ailleurs évolutives, et aussi un devoir, une obligation d'humanité. Mais comment se construit-il? Comment s'exerce-t-il? Sa contestation provient-elle de nos égoïsmes ajoutés, ou bien est-elle inhérente à l'asile lui-même? L'accueil peut-il être inconditionnel? Alors nous avons réuni ce soir un plateau prestigieux, avec Pascal Brice, haut fonctionnaire, aujourd'hui président de la Fédération des acteurs de la solidarité FAS, et aussi son expertise sur les questions de migration est ancrée dans son expérience d'ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le fameux OFPRA, et Gérard Tchobanian, qui est un avocat spécialiste du droit des étrangers et de la nationalité. Thibaut va poursuivre cette animation. Oui. Merci François. Donc je termine l'introduction avant de passer la parole à nos invités que François vient de présenter. Donc Pascal Brice, bonsoir, on va commencer avec vous. Donc si vous me permettez quelques questions pour vous tendre la perche et pour que vous puissiez saisir votre micro pour la première intervention. François l'a dit, on navigue entre exil et asile sur le thème. On navigue plus particulièrement ce soir en particulier sur l'asile. Je pense que la tension qu'on va avoir tout au long de la soirée, c'est comme ça que François et moi on l'a compris, ça va être entre droit d'asile et droit des étrangers. Donc en partant de l'asile, la question en fait pour moi c'est celle-ci: en quoi est-ce que le droit d'asile est-il soluble ou non dans le droit des étrangers et dans les politiques publiques qui entendent gérer les étrangers? Pourquoi est-ce que le droit d'asile, qui vient plutôt du droit humanitaire, de la construction d'un droit public international dans l'entre-deux-guerres, est-il de plus en plus... est-ce que c'est un droit... Est-ce que l'asile, c'est une politique publique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut gouverner comme on gouverne l'accueil de la main-d'œuvre étrangère, immigrée? Est-ce que le droit d'asile, c'est un droit qui, comme son histoire le montre, est profondément ancré dans des conventions internationales et ce qu'on appelle encore les droits de l'homme? L'OFPRA a été pendant très longtemps sous tutelle du ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est plus le cas, qu'elle a été rattachée, c'est pas un hasard, au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez aussi juste nous faire une petite description simple de qu'est-ce que c'est concrètement une procédure pour demander l'asile en France? Est-ce que l'Europe, en quoi est-ce que l'Europe, depuis 10 ans, ça a changé aussi? Comment est-ce qu'on demande l'asile en France? Qu'est-ce que la CNDA? Ça, je pense que vous aurez l'occasion de le dire. Et puis donc, voilà, de manière plus large, est-ce que le droit d'asile est soluble dans une logique gestionnaire des personnes immigrées sur le territoire? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais étrangers? Et le droit d'asile donc, est-il un objet de politique publique? Voilà, c'est mes questions que je vous propose pour démarrer. Merci beaucoup. Ce sont de vastes questions que j'aborde avec d'autant plus liberté que je n'ai plus aucune responsabilité en la matière. Donc, je ne suis plus directeur de l'OFPRA depuis 7 ans. Et simplement, je partage encore les réalités de vie de celles et ceux qui sont dans l'exil et de celles et ceux qui les accompagnent, à titre professionnel ou bénévole, à travers cette fédération des acteurs de la solidarité qui réunit notamment l'ensemble des associations qui accueillent des personnes étrangères en France sous leurs différents statuts. Et donc, c'est parce que je dois à l'amitié de François de continuer à partager sur ces questions-là, parce qu'en règle générale, je laisse à d'autres le soin de le faire. Mais je vais vous dire pourquoi, outre l'amitié et ce que je dois à votre engagement aux uns et aux unes et aux autres, pourquoi cette question m'intéresse. Parce qu'elle fait, à mes yeux, partie de ces frottements dont je crains qu'il ne cesse de s'accentuer entre ce qui relève d'une forme d'éthique
de principe d'éthique et d'un principe de responsabilité. Alors je l'ai évidemment vécu de manière aiguë lorsque j'étais directeur de l'OFPRA. Et j'en parle maintenant en tant que citoyen engagé dans le monde associatif. Et je crois qu'on pourra être... en tout cas, le constat que je fais, c'est que nous sommes à nouveau dans une période de l'histoire de notre pays, comme d'autres pays, où la question de la place des étrangers est au cœur du cyclone. À la fois, me semble-t-il, symptôme et cause. Et donc, c'est vrai que ces questions de droit d'asile, de droit des étrangers, de place des étrangers, quelle que soit la place à laquelle on se trouve, et je redis que lorsque j'étais fonctionnaire, évidemment, ces questions-là avaient une acuité particulière pour moi. Je me souviens d'ailleurs que je dis souvent que les moments les plus compliqués, les plus riches pour moi, c'était à ce moment-là les discussions avec les hommes et les femmes d'église et avec les psychologues et les médecins. Et je rappelle souvent, et avec beaucoup de fraternité et d'émotion, ce compagnonnage, notamment avec un frère de Thésée, qui était extraordinaire. Parce que il venait inlassablement à l'OFPRA, accompagné des demandeurs d'asile, et il ne lâchait jamais. Et en fait, il était fondamentalement étranger à la notion du droit d'asile. Parce qu'en fait, il n'acceptait pas qu'à la fin, nous puissions dire non. Et donc, c'était pour moi un choc précieux. Et c'était la même chose avec les médecins. Ce choc-là, je crains qu'il soit de plus en plus fondamental pour nos consciences dans la période qui vient. Au fond, pour commencer à essayer de répondre à votre question à ma manière, nous avons là un droit fondamental, d'essence notamment pas seulement, mais aussi d'essence chrétienne, y compris dans l'histoire du pays. Et je le redis devant vous, qui est des hommes et des femmes engagés en religion, mais pas seulement. Mais c'est aussi une œuvre humaine. Et donc là, une fois qu'on a dit ça, et je crois que vous le disiez dans vos questions, on a déjà rendu compte de toute la difficulté. Comment est-ce que l'on part d'un principe fondamental, et je pense que dans la période, il fait partie, dans la période ou pas dans la période d'ailleurs, de ceux sur lesquels il ne faut pas bouger. Et je vais y revenir. Pour moi, la période dans laquelle on est et qui s'ouvre et repose sur ces questions-là. Sur quoi est-ce que nous bougeons et sur quoi nous sommes intransigeants. Au vu de ce que sont les principes, ce que sont des principes d'humanité et de dignité, et sur ce qu'est la réalité de la société. Et c'est pour ça que cette question m'intéresse, parce que je crains que les tensions qui sont déjà vives pour chacune et chacun d'entre nous, encore une fois, chacune et chacun à notre place, je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. Et donc je vais essayer de vous rendre compte de la manière dont je vis cette tension pour ma part. Parce que le principe, maître, vous y reviendrez bien mieux que moi, parce que vous êtes un homme de droit, c'est que toute personne persécutée, le principe de l'asile, toute personne persécutée a le droit à un asile et donc à une protection. C'est le principe de la Convention de Genève, auquel le peuple français a souscrit. Je redis souvent qu'il y a parfois, y compris chez beaucoup de mes amis, ce que je ressens comme une forme de confusion, qui encore une fois peut choquer les hommes et les femmes, et j'aimerais en être, et j'en suis, je crois, philosophiquement, mais je me confronte à la réalité sociale telle que je la vois, j'aimerais pouvoir accueillir la terre entière. Et lorsque j'étais directeur de l'OFPRA, les paroles et les gestes du pape m'ont été, je ne vous le cache pas, moi qui ne suis pas un chrétien, un précieux secours. Parce qu'il y a des moments où on se sent seul dans ces combats, vous le savez bien. Mais la présence des étrangers, je le dis devant un juriste, c'est un droit qui relève d'une forme en tout cas de choix de la nation française, qui décide de qui, en démocratie, a le droit d'être sur son sol ou pas. Y compris à travers les engagements européens internationaux auxquels il a souscrit, dont la Convention de Genève. Je le dis parce que je crois que dans la période, au vu de ce qui traverse la société, dans les réalités et dans les instrumentalisations, je crois qu'il faut rappeler ça, que le peuple français décide. Moi, je veux bien qu'on explique que toute personne a le droit d'être sur le territoire national, quel que soit son statut, mais c'est une autre logique. C'est une autre logique de droit qui, à mes yeux, relève d'une autre logique aussi démocratique. Et en tout cas, le droit d'asile, il relève de cet engagement du peuple français à travers la ratification de la Convention de Genève, qui a fait suite, effectivement, vous l'avez rappelé, aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale.
Et donc déjà, vous voyez qu'on est dans quelque chose, on est déjà dans un glissement compliqué entre un principe d'humanité et de dignité fondamentale, qu'on retrouve encore une fois dans l'essence même du christianisme comme dans d'autres religions, tout persécuté a droit à l'accueil et à la protection. Et puis en même temps, on voit déjà des limitations apparaître, puisque c'est un droit. Et là où ça se complique encore, c'est que s'agissant d'un droit qui se met en place à travers des institutions et des institutions humaines, on voit bien que la pratique va être en résonance permanente par rapport aux principes. Et au fond, ce qui m'intéresse dans la discussion avec vous, c'est les principes, les réalités, les pratiques, les frottements, les dévoiements et le chemin. Parce que c'est ça que je cherche à travers ces discussions-là, un peu partout, c'est le chemin. Dans le moment de ce que j'appelle de bascule, dans lequel nous sommes, et dont je pense que pour l'instant, rien ne peut le contrecarrer. Même si nous sommes là, c'est que nous avons bien l'intention de le contrecarrer. Cette difficulté à vivre ensemble, cette multiplication des zones de confrontation, avec les étrangers et les étrangères au centre de ça, une fois de plus. Avec, me semble-t-il, les réalités de la société qui font que moi je pense qu'effectivement ça travaille. Ça travaille la question des étrangers et des étrangères dans un pays qui est fragilisé économiquement et socialement. Dans un pays, moi je parle régulièrement de mon quartier de naissance à Nantes. Mon quartier de naissance à Nantes, il n'est plus le même que quand j'y suis né il y a 50 ans. Et les questions d'immigration n'y sont pas, si j'ose dire, étrangères, mélangées avec le chômage de masse. Et avec évidemment des instrumentalisations massives dont je pense qu'elles n'échappent, je l'espère, à personne. Y compris, je le redis ici devant nous, encore il y a peu, de la part de membres du gouvernement. Et cette loi immigration, dont nous pourrons parler, pour moi, elle est un élément fondamental de la bascule. Parce qu'à mes yeux, ce qui fait la différence, c'est le moment où vous commencez à essentialiser l'étranger. Que certains étrangers posent problème dans ce pays et doivent retourner chez eux, c'est le droit et c'est la réalité, moi ça ne me gêne pas. Qu'un étranger ou une étrangère soit un problème parce qu'il est étranger ou étrangère, ça, pour moi, ça relève de l'inacceptable. Et donc du refus intransigeant de ce type d'approche, qui est là, c'est quand même de plus en plus présent. Donc le droit d'asile, un principe, tout persécuté a droit à l'accueil et à la protection de l'Église, de la République. À travers des institutions au niveau national, l'OFPRA, la CNDA, puisqu'on confie cela à des hommes et à des femmes, à des institutions. Et donc ça a été tout mon travail, et ça a été sans doute l'aspect le plus passionnant de mon travail à l'OFPRA. C'est ce travail avec les officiers de protection, les hommes et les femmes qui proposent la décision de droit, visant à encadrer leur subjectivité, à la reconnaître, à la respecter, parce que c'est une expertise, c'est un vécu. Et ça a été au fond l'essentiel de mon travail à l'OFPRA. Ça c'est sans doute moins vu que d'autres choses. Mais c'est le propos que j'avais sans cesse avec eux. Je leur disais très souvent, vous êtes sympa, pour rigoler, on appelait ça le territoire sacré de l'instruction. C'est un officier de protection, quand vous veniez de lui dire en gros, mais est-ce que vous avez fait ça ? En gros, c'était le territoire sacré de l'instruction. Le directeur général n'avait pas le droit d'y venir. Et j'en convenais. Mais je leur disais en même temps, vous n'êtes pas en profession libérale. Il y a des exigences de droit, d'harmonisation, de rigueur, également aussi d'accompagnement des officiers de protection sur ce que ça suppose pour elles et pour eux de vivre en permanence dans ces récits, dans ces réalités, ce que ça peut provoquer à l'inverse, comme distance à être à la bonne proximité, ni trop près ni trop loin, avec des mécanismes de défense qui peuvent parfois intervenir et qui du coup créent trop de distance. Mais cette subjectivité, elle est là. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un double niveau, même si juridiquement c'est pas exactement ça, mais vous avez la Cour nationale du droit d'asile, l'OFPRA. Mais c'est une œuvre humaine. Donc déjà dans la pratique, et la sociologie montre bien que, d'ailleurs, il suffit de regarder l'évolution du taux de protection de l'OFPRA avant et après la période où j'en étais directeur. Le fait est que le taux de protection pendant que j'étais directeur a augmenté. Est-ce que c'est parce que je suis arrivé en disant, les gars, les filles, je veux que le taux de protection augmente ? Non. C'est que j'ai insisté sur le fait que le droit était le droit, devait être appliqué pleinement, je vais revenir sur quelques conditions fondamentales de l'exercice du droit d'asile, et que je me souviens très bien leur avoir dit très vite, ne laissez pas, s'il faut protéger, ne laissez pas la Cour le faire à la place de l'OFPRA. Et après, le droit est le droit, et on s'arrête là
où le droit pose les limites du droit d'asile, car il en pose, puisqu'il faut relever de ces catégories. Catégories, encore une fois, humaines. Et vous connaissez l'extraordinaire difficulté pour une institution et des hommes et des femmes de se prononcer sur ce qui fait les persécutions. Et dans la pratique, je redis qu'il y a un élément de droit fondamental qui est que, maître, vous le savez, vous n'avez pas, lorsque vous êtes demandeur ou demandeuse d'asile, à prouver les persécutions que vous avez subies. Vous devez en apporter la démonstration de la crédibilité. Donc vous voyez bien, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'en plus j'ai tout oublié, je ne suis pas un juriste, donc j'ai oublié tout ça, mais ça dit quand même, la difficulté humaine, la difficulté institutionnelle, la difficulté collective, la difficulté politique, la difficulté en termes d'adhésion collective, lorsque l'on passe d'un principe fondamental à sa mise en œuvre. C'est vrai au niveau européen. Vous m'arrêtez quand je suis trop loin. Au niveau européen, vous y faisiez référence. Vous le savez, vous avez depuis, alors je dis de mémoire 1992, je crois, la Convention de Dublin, vous avez le système de Dublin. Bien. Qui organise, là encore, œuvre humaine, œuvre construction politique au sens fondamental, qui plus est construction à plusieurs états, qui quand même aussi relève d'une construction humaine particulière, et qui était supposé, c'était sa vocation initiale, on l'oublie souvent, Patrick Weil par exemple le rappelle souvent, garantir l'accès à la demande d'asile pour toute personne, ce qui est le principe fondamental. Et celui sur lequel j'y reviendrai, à mes yeux, il ne faut jamais transiger. Le principe fondamental, c'est celui du non-refoulement. Toute personne présente sur le territoire européen, notamment sur le territoire français, a le droit à l'examen de sa demande d'asile. Vous n'avez pas le droit de l'empêcher de le faire. Vous n'avez pas le droit de l'envoyer dans un pays tiers au titre de ce qu'on appelle l'externalisation pour que ce soit fait ailleurs. Vous n'avez pas le droit de décréter parce que la personne appartient à telle nationalité que sa demande d'asile ne sera pas examinée. Ça a été mon combat permanent à l'OFPRA. J'avais des ministres de l'Intérieur qui essayaient de m'expliquer qu'un Albanais, il n'y avait pas de raison. Je dis, monsieur le ministre, je me souviens très bien de discussions avec certains d'entre eux. Certains sont décédés. Je disais, mais le droit d'asile ne m'autorise pas à faire ça, et deux, le droit que je m'enorgueillis d'avoir fait évoluer en 2015 avec l'indépendance de décision de l'OFPRA inscrite dans la loi, m'interdit de prendre des instructions. Et en tout cas, les principes fondamentaux du droit d'asile interdit de décréter que quelqu'un, parce qu'il vient d'Albanie, d'Algérie ou de je ne sais où, et que le taux de protection générale y est faible, n'a pas le droit à l'examen de sa demande d'asile. D'où que vous veniez, ça peut être dans des conditions, je vais y revenir, et c'est ça le principe de réalité, que ce soit dans des conditions d'adaptation, du point de vue de la pratique de l'instruction. Ça me paraît relever d'un principe de réalité nécessaire à certains moments. Mais en revanche, toute personne a le droit à l'instruction de sa demande d'asile. Et j'en viens au dévoiement. Des principes fondamentaux, d'essence fondamentale, inscrits dans notre histoire religieuse, notre histoire révolutionnaire. Enfin, on pourrait redire ces moments merveilleux de l'histoire de la Révolution française où le droit d'asile est porté au plus haut. On pourrait rappeler aussi ce négociateur de l'armistice en 1940 qui, dans un élan immédiat, accepte tout, sauf de livrer les réfugiés à l'Allemagne, et qui sera finalement contraint par le régime de Vichy. La pratique. Les dévoiements. Alors, les dévoiements, hélas, ils sont nombreux. Et vous y faisiez à certains égards référence. C'est-à-dire que ce que l'on voit bien, me semble-t-il, depuis un moment, dans ce mouvement général de mise à distance des étrangers, et ce mouvement de plus en plus violent, dont je redis qu'à mes yeux, la loi immigration notamment constitue une bascule, le moment où dans le Parlement français s'est exprimé, il faut regarder la nature des débats. Ça n'est plus une énième loi qui dit on va faire un peu plus, on va faire un peu moins, on va maîtriser, on va pas maîtriser, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est une loi dont l'inspiration est de dire que nous ne pouvons plus intégrer plus d'étrangers, enfin, de préférence des musulmans et des personnes de couleur noire. Et que donc l'étranger, par nature, n'est plus intégrable. Donc là, il y a pour moi une négation fondamentale, non seulement des principes du droit d'asile, mais surtout des principes fondamentaux de toute humanité, de toute dignité humaine. Et vous avez des politiques d'asile qui relèvent, depuis des décennies maintenant, avec cette bascule particulière de 2023, de stratégies que je qualifierais de dissuasives.
C'est-à-dire que vous avez une évolution des politiques de l'asile en France et en Europe, et notamment dans la mise en œuvre de Dublin, qui est devenu le Kafka absolu. J'imagine que vous connaissez ces parcours d'hommes et de femmes qui sont dans cette procédure. Moi, ça a été mon ennemi numéro un l'un de mes ennemis pendant la période où j'étais directeur de l'OFPRA. Ce système est une aberration construite pour empêcher les gens d'accéder à la demande d'asile, alors que c'était l'inverse qui était initialement recherché. Tout est fait pour empêcher les gens, soi-disant pour les dissuader. 30% des demandeurs d'asile, vous le savez, en France, ne sont pas hébergés alors qu'ils devraient l'être. Et pour la première fois depuis 15 ans ou 20 ans, l'année dernière, vous avez une réduction, je peux vous en parler puisque ce sont les associations dont j'anime la fédération qui le subissent, avec d'abord les personnes concernées, une réduction du nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, la première fois en 15 ou 20 ans. Et on sait très bien que lorsque l'on laisse les gens en partie à la rue, en fait, c'est dans l'impensé que, plus ou moins conscient, que ça va les empêcher, les dissuader de venir. Et on a en fait un système qui fonctionne autour de cette conviction-là et qui fabrique, me semble-t-il, non seulement des atteintes au droit, vous pourriez le documenter bien mieux que moi, mais aussi, et j'y insiste, des atteintes à l'ordre public. Parce que moi, je ne laisse pas la défense de l'ordre public à qui que ce soit. En tout cas, sûrement pas à celles et ceux qui considèrent que les étrangers sont des problèmes par essence. Je considère que l'aspiration à l'ordre est un droit. Et que quand on laisse des hommes et des femmes, notamment les étrangers, mais pas seulement à la rue, on porte atteinte à leur dignité, on porte atteinte aux valeurs et aux principes fondamentaux de ce pays, et pas seulement de ce pays, et on porte atteinte à la tranquillité publique et à l'ordre public, et on sait très bien ce que ça fabrique. Je termine par 2 éléments. Dans le passage du principe à la pratique, un élément difficile que j'ai eu à vivre. Et je pense, Maître, que vous aurez sans doute, comme nombre de vos collègues, y compris ceux pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié que vous citiez en aparté tout à l'heure, peut-être des points de vue différents sur ce point. Et peut-être aurons-nous des points de vue ici différents sur ce point. J'étais directeur de l'OFPRA au moment des attentats islamistes dans ce pays, notamment en 2015. J'ai vécu toute cette période dans la hantise permanente que soient protégés, au nom de l'asile, des hommes et des femmes qui pourraient ensuite commettre des attentats. Je peux vous dire qu'une des raisons pour lesquelles j'étais heureux d'arrêter l'OFPRA, c'est ça. Et j'ai considéré que c'était l'affaire du droit d'asile. J'ai considéré que c'était aussi mon affaire en tant que directeur général de l'OFPRA. On a pu considérer que le droit d'asile fait que, non, c'est pas mon problème, c'est le problème des policiers. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas d'abord au vu des effets absolument dévastateurs en l'état du pays, au regard de ces attentats, que peuvent avoir de tels actes commis par des personnes protégées en tant que réfugiés. Et je suis convaincu qu'il faut, autant que possible, parce que là encore, ce n'est pas une science exacte, préserver le système de l'asile de ces menaces-là. Et c'est pourquoi j'ai assumé, d'aller voir un dimanche, après une longue réflexion, le ministre de l'Intérieur, pour lui demander, en tant que directeur général de l'OFPRA, de mettre dans la loi des possibilités visant à faire tomber des statuts de réfugiés pour des motifs d'atteinte à la sûreté de l'État et de menaces terroristes. J'en assume la paternité. Je suis allé un dimanche, après de longues conversations avec moi-même, et avec quelques amis que je consulte toujours dans les moments difficiles, et je suis allé voir le ministre, je lui ai dit « Monsieur le ministre, la menace est là. Elle est terrible pour le système de l'asile. Nous n'avons pas dans le droit français, à l'époque, avant 2015, d'outils juridiques qui nous permettent de faire ça sous le contrôle de la Cour et des avocats. Je souhaite que nous ayons un dispositif juridique qui puisse se mettre en œuvre dans la transparence du droit et des recours notamment auprès de la Cour. Et c'est ce qui existe. Mais voyez, on peut contester, mais principe. Et d'ailleurs, certains juristes considèrent que ce serait contraire à la Convention de Genève. Je termine, je suis vraiment très long. Parce que je crois que c'était l'essentiel de votre question. Sur, au fond, le droit d'asile et la politique des étrangers en règle générale, si ce n'est du droit dont je suis un piètre spécialiste. Moi, je suis quand même très inquiet, très frappé
de voir depuis maintenant une petite dizaine d'années, en Europe à nouveau, se cristalliser la haine sur les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. En Allemagne, maintenant en Grande-Bretagne, à Saint-Brévin, chez moi, en Loire-Atlantique. Il y a quelque chose autour des demandeurs d'asile qui est pris dans cette montée de la haine contre les étrangers. C'est-à-dire que ce qui m'est longtemps apparu comme une forme de sanctuarisation de l'asile, en disant, bon, même les plus anti-étrangers, ne touchez pas l'asile. L'asile, c'est la République, ça y est, c'est fini, ça. Et donc, évidemment, c'est une question, me semble-t-il, pour celles et ceux qui défendent le droit d'asile. Tant que j'ai été directeur de l'OFPRA, ma femme, à l'époque, me disait « c'est quand même facile ton truc », je refusais toujours de parler, François s'en souvient peut-être, de la politique migratoire hors de l'asile. Je disais « moi, je suis directeur de l'OFPRA, mon boulot, c'est l'asile, je refuse de prendre en compte, et ça me permettait de dire à des présidents de la République ou à des ministres ou à des premiers ministres vous avez sûrement raison, mais c'est pas mon problème ». Et j'ai eu quelques moments comme ça, et c'est d'ailleurs sur ces questions-là que j'ai refusé de faire un troisième mandat en désaccord avec le président de la République, en 2018. Parce que je voyais bien que la confusion était quand même générale. Et ça s'est hélas confirmé par la suite. Mais c'est un débat que je ne peux plus éviter maintenant. Et c'est la raison pour laquelle mon analyse est la suivante, à tort ou à raison. On entend souvent dire que le droit d'asile serait dévoyé. Vous l'entendez contourner, dévoyer, etc., y compris à cause des avocats, de je sais pas quoi. Bon. C'est sûrement vrai, hein, en partie, c'est-à-dire qu'il y ait des trucs pas nets, des gens qui vendent des récits, on le sait, ça existe. Mais à mes yeux, c'est pas ça la question. Pour moi, le droit d'asile en France et ailleurs n'est pas dévoyé, il est asphyxié. Il est asphyxié pourquoi ? Il est asphyxié parce que depuis 40 ans, vous avez eu une réduction progressive en France et ailleurs des voies d'accès, notamment pour le travail. Et donc, toute la difficulté pour le droit d'asile, c'est ça, et c'est pour ça que le droit d'asile finit par être dans l'œil du cyclone. Pourquoi est-ce que les xénophobes vont devant les centres pour demandeurs d'asile ? Parce qu'ils voient bien qu'il y a là des personnes qui entrent parce qu'il y a un principe fondamental qui est que leur demande d'asile doit être examinée. Et je reviendrai là-dessus. Je considère que ça, on ne doit pas en bouger. Lorsque j'étais directeur de l'OFPRA, c'était l'époque, François s'en souvient, où il y a eu un accord entre l'Union européenne et la Turquie. Vous en souvenez peut-être en 2016. Visant à ce que les personnes arrivant en Grèce depuis la Turquie soient renvoyées en Turquie, même lorsqu'elles relevaient du statut de réfugié au motif que la Turquie était supposée être un pays tiers. Et j'ai décidé de refuser en tant que directeur de l'OFPRA, d'envoyer des agents de l'OFPRA, mettre en œuvre cet accord. Ça aussi, c'est quand même des moments pas simples hein, quand vous êtes fonctionnaire, mais je l'ai assumé, j'ai considéré, je continue à penser que l'externalisation est contraire au droit d'asile. Mais la réalité, elle est celle-là, c'est que le droit d'asile et son principe fait qu'une personne, elle doit entrer. Et après, vous instruisez la demande d'asile. Si ça relève du droit d'asile, eh bien elle reste. Si ça ne relève pas du droit d'asile, soit elle relève d'autres types de protection, de droit, soit elle repart. Or, on sait que ça ne marche pas. Et tout le monde sait que ça ne marche pas. Et donc ça, moi, je considère que c'est un problème. Je pense que ça alimente la crise de confiance. Je pense qu'il y a quelque chose de très profond où les gens se disent ouais, bah d'accord, il y a du droit, mais en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Normalement, dans une démocratie, je décide à travers mon vote, etc., qui peut rester ou pas rester. Et en fait, tout le monde reste. Je vous le dis très directement, parce que moi, je pense que c'est un problème. Moi, j'ai envie d'entendre ça. Moi, je pense que c'est un vrai problème. Je pense que c'est un vrai problème, je l'ai dit à plusieurs ministres de l'Intérieur successifs, que seuls 10% des décisions de reconduite à l'étranger soient reconduites. Je pense que c'est un problème. Parce que c'est quoi ce droit qui n'est pas appliqué, maître ? Et c'est pourquoi, alors toute la question est de savoir ce que vous en tirez comme conséquence. Moi, j'en tire une conséquence assez simple, qui est qu'en réalité, la plupart de ces personnes, elles devraient avoir un droit au séjour, au titre de l'asile, lorsque c'est l'asile, entendu de manière à la fois totalement ouverte et totalement rigoureuse.
lorsque c'est pour le travail, et Dieu sait si il y a des besoins dans les entreprises de ce pays, lorsque ce sont pour des nécessités humanitaires, pour des femmes victimes de violences ou pour la traite des êtres humains, lorsque c'est la protection environnementale, et je pense qu'il va bien falloir un moment ou un autre qu'un outil juridique soit inventé pour cela. Donc on ouvre le droit au séjour, en fonction de catégories claires, mais qu'en revanche, on reconduise effectivement celles et ceux qui ne correspondent pas au droit au séjour, et notamment celles et ceux qui posent des problèmes d'ordre public très lourds. Ça ne me rend pas populaire de dire ça, dans le monde associatif, mais c'est plus mon problème, ça n'a jamais été, ça l'est encore moins. Je pense que nous sommes dans une période où il faut affronter ça, en fait, en désaccord. Mais je pense qu'il faut l'affronter, au vu de ce que les gens se racontent dans ce pays. Des instrumentalisations de tout ça. Et donc je termine en disant que pour moi, la meilleure façon de défendre le droit d'asile, c'est de ne jamais bouger sur ce principe fondamental qui fait que toute personne arrivant sur le territoire national ou le territoire européen a le droit à l'instruction de sa demande d'asile. Et que ce soit une instruction de qualité, et sous le regard notamment des avocats. Que nul ne soit, lorsqu'il demande l'asile, ou pas d'ailleurs, mais notamment laissé à la rue. Qu'on ait un système européen, on pourrait y revenir, refondé plutôt que Dublin, où vraiment on garantit l'accès à la demande d'asile. Où on ouvre des conditions d'accès au séjour sur d'autres bases que l'asile, de manière à arrêter cette asphyxie de l'asile, qui est la seule porte ouverte, la seule lumière qui reste, et qui fait que les gens viennent là, et après on vient vous dire c'est dévoyé. C'est dévoyé parce qu'ils sont là pour travailler. Et ils font quoi? Ils font comment? Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Pascal. Je suis très heureux de cette démonstration que je trouve assez implacable sur la question de la sanctuarisation de l'asile. Et même si vous considérez que le sujet n'est plus le sujet sur la table, peut-être c'est un objectif qu'il faut tenter de poursuivre. Enfin, en tous les cas, on ne peut pas renoncer. Et l'argument de la rigueur est l'argument qui me paraît le plus fort. À partir du moment où, sur tous les sujets, on fait n'importe quoi, ça ne marche pas. Et sur l'asile, la démonstration que vous l'avez faite, c'est que ça ne marche pas. Il y a une question que vous avez évoquée, on en parlera peut-être tout à l'heure. Comment est-ce qu'on évalue ou comment est-ce qu'on traite les réfugiés climatiques? Parce que ça va être une question, excusez-moi l'image, nulle, mais brûlante. Dans les années qui viennent, ça a commencé, mais c'est pas fini. Mais en même temps, devant cette complexité, moi je voudrais entendre notre avocat de ce soir, Gérard Chobagnan, nous dire un peu comment, dans cet effondrement généralisé, le droit des étrangers est géré aujourd'hui, notamment par un avocat comme vous. Comme moi et d'autres. Oui, comme un certain nombre d'avocats qui exercent ce métier. J'ai envie de dire que, et je le dis souvent à des magistrats, et c'est vrai que je ne pense pas aux fonctionnaires, et notamment à toute l'équipe qui travaille à l'OFPRA, nous les avocats, on est libres. On a cette liberté de pouvoir défendre, accompagner en utilisant des outils qui sont ceux du droit. Et quand je vois des magistrats, je pense à eux parce que je ne fais pas d'asile. Donc, pour la première fois de ma vie, je suis allé il y a quelques semaines accompagner une vieille dame de 92 ans, sourde, ukrainienne, qui s'est réfugiée en France en 2022 et à qui on a dit il faut aller à l'OFPRA parce que alors on a demandé un interprète, mais il n'y avait pas d'interprète en signe. Alors on a trouvé une interprète de russe, enfin pour une ukrainienne bon. Et j'ai vu les conditions dans lesquelles travaillent les officiers au rez-de-chaussée de cet immeuble de Fontenay, dans des petites cabines, et c'était la première fois, ça fait 40 ans que je fais ce métier, et ils y passaient du temps. J'ai une consoeur qui était dans un bureau, elle est arrivée à 14h et l'instruction du dossier a duré jusqu'à 18h. Et j'ai bien senti que les fonctionnaires, les officiers qui exercent ce métier, ils l'exercent dans des conditions difficiles, et vous l'avez rappelé, je pense que avoir tous les jours des récits lourds et repartir le soir chez soi pour essayer de vivre une vie normale, ça ne doit pas être très simple.
Alors nous, les avocats, finalement, on a cette chance et cette liberté d'exercer ce métier, mais dans un contentieux qui est devenu un enfer. Je vous ai apporté ce qu'était l'ordonnance de 45, qui curieusement avait été placée dans le code pénal. L'ordonnance du 2 novembre 1945, au lendemain de la guerre, le général de Gaulle, l'unité autour d'un certain nombre de valeurs, et on décide d'essayer de poser un cadre juridique à la question des immigrés. Et aujourd'hui, il est lourd. Voici ce que c'est. Ah oui, c'est très parlant. Et c'est au même niveau que le Code général des impôts ou le Code de la sécurité sociale. Enfin, c'est un enchaînement de textes. On s'arrache les cheveux. Et la loi du 26 janvier n'a pas arrangé les choses. Et nous, on doit, avec ça, essayer de régler la situation. Et là encore, des considérations générales. Vous l'avez dit, on s'est posé... Je suis aussi membre du GISTI, une organisation qui est aux côtés des immigrés depuis très longtemps. À un moment, on s'est posé la question de l'ouverture des frontières. Parce que plus vous refermez les frontières, plus vous faites une Europe de murs, une France de grillages. Eh bien, avant, on circulait. Dans les réflexions que j'ai essayé de faire cet après-midi, j'ai repris un peu le parcours de ce qu'était la situation entre les deux guerres, les départements français d'Algérie, le Sénégal, la Haute-Volta. Dès l'instant où les frontières étaient ouvertes, on venait, on repartait. Finalement, on n'est jamais si bien que lorsqu'on est chez soi, à Nantes, pour moi à Paris. Mais quand un beau jour on est obligé de prendre ses valises et de quitter son pays, son village, sa famille, en Afrique en général, c'est l'aîné qui partait. Il y avait une tradition à Bamako, à Caille. C'est jamais très simple. Alors nous, les avocats, on est obligés de gérer avec ça, on est obligés de gérer avec des textes qui étaient relativement vagues avant, je vais prendre cette référence, 1981, peut-être même avant 1973, le moment de la crise économique, où finalement les frontières étaient relativement ouvertes et où l'immigration de travail à laquelle vous faisiez référence n'était pas trop mal gérée par les grandes organisations patronales, de l'agriculture, de l'industrie, et finalement tout ce petit monde se retrouvait du côté de Nanterre dans des bidonvilles que vous avez peut-être encore dans les yeux. On s'organisait un petit peu... Et puis un beau jour, on a découvert Arinque. Je ne sais pas si vous vous rappelez Arinque, banlieue de Marseille, où finalement, pour traiter les problèmes de gestion de l'immigration, eh bien, on s'organisait, on mettait des étrangers dans un camp, puis on organisait des départs. Il n'y avait pas beaucoup de droits, il n'y avait pas beaucoup d'avocats qui traitaient tout ça. Et le droit, c'était à peu près ça, une trentaine d'articles dans le code. Et toute la difficulté est arrivée finalement avec le fait que ça ne pouvait plus tenir, que les médias s'en emparaient, que des organisations se mobilisaient, que ce soit les églises ou des organisations humanitaires, on n'appelait peut-être pas encore ça des ONG, et finalement ça a fait partie aussi du débat des élections de 1981. Rappelez-vous, il y avait une demande de régularisation. Après 80, on a régularisé 150 000 ou 100 000 étrangers en situation. On a arrêté les expulsions qui se faisaient sans aucun cadre juridique. Et finalement, on a décidé de mettre un peu plus de droit dans tout ça. Des hommes comme Jean-Marie Delarue, qui a été directeur général directeur des libertés publiques au ministère de l'Intérieur, à un moment ont pris en charge ce type de problème. Et on a mis du droit pour les questions relatives à l'entrée, pour les questions du séjour et pour les questions d'éloignement.
Rappelez-vous, 1981, c'est la loi d'octobre 1981, on va judiciariser un certain nombre on va codifier un certain nombre de règles, notamment pour les titres de séjour. La carte de séjour, ce sera une carte de 1 an par principe, il y aura la carte de 3 ans. Et puis en 1984, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, c'est la loi question si je ne me trompe pas, on va décider d'une carte de résident de 10 ans, avec comme vocation la stabilité du séjour. On était encore avec un Front National qui était pratiquement inexistant, avec des débats politiques sur l'immigration qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on voit actuellement à l'Assemblée. On était quand même avec une Assemblée nationale qui avait pris en compte le fait qu'il y avait des immigrés en France, que ces immigrés, pour beaucoup, travaillaient, que le travail, il est sous le contrôle d'un employeur et qu'avec une carte de séjour de 1 an, l'employeur, il est en situation pas toujours très stable et le contrat de travail, il est souvent la carte de 10 ans. Et puis on va aborder aussi la question du regroupement familial, parce qu'on est dans une immigration de célibataires jusque dans les années 80, mais les étrangers s'installent, il y a la création des foyers, la Sonacotra, l'univers individuel, non, et les familles se constituent. On va aussi se préoccuper des étrangers en situation irrégulière. Et la loi du 10 juin 1983, sous la plume de Robert Badinter, va légaliser les contrôles d'identité. Parce que pour contrôler les étrangers, il fallait un outil juridique. Alors, et rappelez-vous que ça avait fait des débats, parce qu'on arrêtait des gens au regard de la couleur de leur peau. Rappelez-vous un jugement de la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris, où les avocats soulevaient des illégalités en disant il a été arrêté parce qu'il avait un physique d'arabe ou un physique. Et le président qui prenait la plume, il disait oui, mais par la texture de ses cheveux, par la couleur de sa peau, par sa taille filiforme, il se distingue des Français originaires des Antilles. On en arrivait à des rédactions comme celle-là. Et on n'était pas encore à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça, c'était la question du séjour. On a décidé en 1980 de pénaliser le séjour irrégulier. Et on croyait que finalement c'était une bonne chose. Et même des gens du Gisti, on s'était dit oui, parce que ça permettra, on arrête quelqu'un, séjour régulier, mais il va passer devant des juges, au tribunal de grande instance. Et puis devant le juge, on va pouvoir soulever des problèmes de légalité. L'ancienneté du séjour. Le séjour irrégulier était une infraction qui pouvait conduire jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Et très rapidement, la nature policière du ministère de l'Intérieur, elle a sa tradition. Et on a fait des opérations de rafle et on a engorgé les prisons jusqu'au moment où on s'est dit, on est à ce moment-là, peut-être dans les années 85, on va se calmer sur les arrestations et les emprisonnements. Alors les magistrats ne prononçaient plus des peines d'emprisonnement, mais prononçaient une mesure d'éloignement qui était prévue par la loi pénale. Alors pour mettre à exécution les mesures d'éloignement, on ne les envoyait pas en prison, mais on a créé des centres de rétention. Et alors, c'est chose extraordinaire. Les centres de rétention, c'est là un lieu où on met quelqu'un qui n'a pas commis une infraction, mais il va être privé de sa liberté d'aller et venir. Chose extraordinaire, au tout début, on a touché à ça avec le bout des doigts. 7 jours maximum. Le Conseil constitutionnel n'aurait jamais accepté. Et puis petit à petit, on est passé à 10 jours. Parce qu'on n'arrivait pas à obtenir les sauf-conduits des ambassades, l'identification de la personne, sa nationalité. Et puis de 10 jours, on est passé à 15. Et puis un beau jour, on n'est pas. Et le Conseil constitutionnel, au fur et à mesure, a validé ça. Et aujourd'hui, on peut mettre jusqu'à 290 jours, si je ne me trompe pas, lorsqu'on est en matière de terrorisme. Mais on voit aujourd'hui des étrangers qui ne sont pas acceptés par leur pays de nationalité, végéter pendant 30 jours, plus 30 jours, plus 30 jours dans des centres de rétention. Ça ne se passe pas très loin de chez vous, hein. C'est au Mesnil-Amelot, à côté de l'aéroport
avec des audiences surréalistes, parce qu'un juge, c'est quoi? C'est un magistrat qui statue dans un palais de justice, à côté des centres, à un moment dans les centres de rétention, non pas gardés par l'administration pénitentiaire. La pénitentiaire, elle sait faire la privation de liberté, mais gardés par des fonctionnaires de police, au dépôt des étrangers sous le palais de justice, ou au Ménil-Amelot, ou à côté de Marseille. Et là, on va avoir des salles d'audience délocalisées, où des magistrats vont accepter, rassurez, ce n'est pas les meilleurs, vont accepter, avec une conscience morale vont accepter de juger dans de telles conditions avec des avocats qui vont défendre. Mais on fait ce qu'on peut, et on s'est battu, on a engagé des recours. J'ouvre une parenthèse, à chaque fois qu'on a eu des progrès, que la jurisprudence des magistrats du Conseil d'État, des juridictions administratives, de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle de la Cour, à chaque fois qu'on a eu des avancées, notamment par un outil depuis 1981, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, Strasbourg. À chaque fois, le législateur, connaissance prise d'une avancée de liberté, va modifier la loi. Alors, il va y avoir plein de lois. Il y a la loi Pasqua, ça vous rappelle peut-être quelque chose, 1986. La loi Chevènement, 1997, qui a été un tout petit progrès, même si, à l'époque, sur le plan législatif, on est resté dans la même logique policière. Il y a eu des conflits à l'intérieur du Parti socialiste de l'époque. On a créé, à partir de 2020, de l'année 2000, ces fameux centres de rétention où finalement on privait. Mais non, on n'a pas créé. On a créé un nouveau juge, qui est le juge administratif, qui était là pour juger de la privation de liberté. Parce qu'à un moment ou un autre, on a quand même une constitution, on a un conseil constitutionnel qui est parti de 7 jours pour arriver à 280, il faut quand même le faire. Et donc, on a judiciarisé la procédure d'éloignement, on appelait ça la reconduite à la frontière. Maintenant, ça s'appelle l'OQTF, j'y reviendrai dans un instant. Mais ça permettait, après le passage devant un juge pénal, où on pouvait soulever un certain nombre de règles et demander la remise en liberté, ça permettait aussi devant un juge administratif de dire, eh bien non, le préfet ou le ministre de l'Intérieur a tort, et les juges administratifs étaient terrorisés parce que la fonction du juge administratif, c'est d'être un peu le conseil du gouvernement, le conseil du préfet, et puis de recevoir de gros rapports et des gros mémoires et de juger par de brèves observations. Là, tout à coup, arrivaient dans les tribunaux administratifs des cohortes d'étrangers menottés avec des policiers, et ça, ils ne savaient pas faire. Aujourd'hui, tout ça. Et ça me fait penser à Saint-Bernard, rappelez-vous. On est en 1996, j'ai du mal à m'y retrouver, oui. 300 Maliens vont se réfugier chez Ariane Nouchkine à Vincennes, vont errer dans Paris et vont arriver à l'église Saint-Bernard. J'ai plus le nom, j'ai cherché toute la journée, j'ai plus le nom du père qui gérait cette église. Il les a accueillis. Rappelez-vous. Ils se sont installés après être passés quelques semaines à l'église Saint-Ambroise, après être allés chez Ariane Nouchkine à Vincennes. Ils sont arrivés à Saint-Ambroise, et dans Saint-Ambroise, Saint-Bernard, et il aura fallu au mois d'août 1996, cette grande hache, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a fracassé la porte de l'église, le Merlin, où tout le monde dormait et où on a arrêté. Alors, c'était très singulier parce qu'on a arrêté la fille adoptive d'Ariane Nouchkine, qui est originaire d'Afrique. Et quand elle a été interviewée par un des fonctionnaires au poste de Vincennes, elle a donné son nom, son prénom et nationalité, elle a dit française. Et là, le fonctionnaire, elle raconte ça, le fonctionnaire, elle lui dit « Merde, chef, on a fait une connerie ». Et il s'est quand même trouvé des juges judiciaires sur les 300 pour en remettre 290 dehors parce que l'opération avait été opérée dans des conditions qui étaient totalement illégales.
Et rappelez-vous aussi, il y avait ce groupe, Monseigneur Gaillot, il y avait le général Sanguinetti, il y avait eu ce groupe de médiateurs, j'ai plus le nom à l'époque, il portait un autre nom. Ils ont essayé de trouver, avec Dan Frank et des intellectuels, ils ont essayé de trouver des solutions pour régler cette question de la présence sur le territoire français de migrants, dont certains demandent l'asile à tort ou à raison, mais pour beaucoup d'autres, simplement parce que on vient y chercher du travail. Alors, ça pose la question, encore 5 minutes, Oui. oui, ça pose la question de la régularisation, ça pose la question de l'entrée des visas. Un mot sur les visas. Lorsque je dis le droit des étrangers, ça touche aussi le droit des Français. Un quart des Français sont originaires. On a au pays une grand-mère, un grand-père âgé. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse vieillir et, entre guillemets, crever là-bas, ou il vient rejoindre naturellement ses enfants sur le territoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une demande de visa. Mais quand les postes consulaires, qui dépendaient dans le temps du ministère des Affaires étrangères, qui dépendent aujourd'hui du ministère de l'Intérieur s'agissant de la politique des visas, reçoivent des instructions pour refuser systématiquement la délivrance de visas pour des conjoints de Français, pour des intellectuels qui ont un poste à l'université, pour des étudiants qui veulent poursuivre des études universitaires, et que le consulat reçoit des instructions pour refuser. Qu'est-ce que le parcours, et c'est le parcours que les avocats accompagnent, ce parcours, qui est long. Commission de recours des refus de visa à Nantes, tribunal administratif de Nantes, cour administrative, 1 an, 2 ans, 3 ans de procédure. Alors effectivement, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On achète un visa. Le consulat de France à Sfax, il y a une vingtaine d'années, on a rapatrié tout le personnel. Tout le personnel. Il y a toujours des combines et on passe par l'Italie pour obtenir un visa Schengen. Et on vient ensuite sur le territoire français sans visa ou avec un visa touristique. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça ne fonctionne pas. Le contrôle des visas, ça ne fonctionne pas. Eh bien, on vient demander une régularisation de séjour dans des conditions qui sont souvent très compliquées. Les procédures d'éloignement, je vous l'ai dit, avant il y avait l'arrêté d'expulsion, menace grave à l'ordre public. Maintenant, une obligation de quitter le territoire, elle peut être fondée sur une menace simple. 2-3 affaires correctionnelles qui peuvent être un excès de vitesse, un défaut d'assurance. Comme la procédure d'expulsion est protégée avec une commission d'expulsion, avec des magistrats qui examinent le dossier avant que le ministre de l'Intérieur préfet prenne la mesure, on a trouvé ça, il y avait trop de garanties. Alors on a créé une mesure qui s'appelle l'obligation de quitter le territoire, qui, entre autres choses, peut être utilisée pour un étranger qui est père de famille, qui a travaillé, et qui va commettre 2-3 infractions. Encore une fois, je ne parle pas de crime, je ne parle pas de trafic, pas de crime de sang, et la pression politique sur les préfets. Alors, je ne sais pas ce qu'a été la pression du ministère de l'Intérieur sur l'OFPRA, fait que on convoque, il n'y a pas très longtemps, on a convoqué des préfets, on leur a demandé de faire du chiffre, moins de régularisation, plus d'éloignement. Dans une préfecture, les postes de fonctionnaires au service des étrangers, au service du contentieux, mais c'est des postes qui sont usants, entre guillemets, on n'y peut pas les meilleurs. Mais en revanche, si vous faites des scores, et si cette année vous faites plus d'éloignement que l'année dernière, ou moins de régularisation que cette année, que l'année précédente, eh bien on va vous féliciter. Et vous risquez d'ailleurs de quitter très rapidement ce poste pour avoir une promotion ailleurs. Et quand je vous dis ça, j'ai envie de vous dire que les choses sont très claires. C'est devenu un objet politique. La loi du 26 janvier 2024, qui pour une grande partie a été annulée par le Conseil constitutionnel sur des points de forme, on est parvenu dessus, c'est la pression du politique qui aujourd'hui gère la question des flux migratoires, de la régularisation de séjour, des mesures d'éloignement et de la question des entrées.
Donc, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience en responsabilité de ceux qui, à l'Assemblée nationale, n'ont pas pris en compte ce qu'est, par exemple, aujourd'hui la situation des restaurateurs parisiens, dont je m'occupe pour un certain nombre, qui viennent me dire, mais maître, je trouve plus de personnel. Le métier de restauration, c'est les métiers difficiles. 7h, 6h du matin, il y a le coup de feu à midi, il y a un creux dans l'après-midi, ça redémarre le soir, et à 24h, il y a encore quelques métros, et mes gars, ils doivent rentrer. Ils vivent pas à Paris, mes gars. Ils vivent en province, en banlieue, pardon. Et je trouve pas. Alors, on a parlé des métiers en tension. Oui, mais alors on a écarté Paris des métiers en tension. On a géré ça un peu sur la fin. Mais les métiers en tension, ça veut dire un employeur qui dit je voudrais, là j'ai 2 gars, ils sont très bien. Oui, mais la procédure, elle va être longue. Oui, mais moi j'ai besoin d'eux maintenant. J'ai besoin d'eux sur mon chantier. Bon. Donc il y a une réalité qui est une réalité économique qui n'est pas prise en compte dans le traitement du contentieux des étrangers, qui fait qu'aujourd'hui, on peut engager des procédures, et on engage, sur les refus de visa d'entrée pour le travail. Les ingénieurs en informatique, on est allé chercher souvent à l'est de l'Europe, eux, pratiquement, il n'y a pas trop de problèmes, parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas des avocats, qui réussissent à faire de l'accompagnement, qui ont leurs entrées dans les préfectures et qui réussissent à gérer l'entrée de hauts techniciens à valeur ajoutée. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais le quotidien des petites femmes de ménage qui nettoient le palais de justice de Paris le matin très tôt, dont on n'est pas toujours très certain qu'elles aient effectivement de vrais papiers, ou le quotidien des entreprises qui recherchent du personnel dans le bâtiment, dans les travaux difficiles, ceux qui étaient les premiers de cordée pendant le Covid, hein, d'accord. Eh bien, ceux-là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un exemple. Voici un petit monsieur qui est venu me voir au cabinet et qui avait une carte de séjour. Il avait une carte de séjour. Attendez, je vais retrouver ça. Où est-ce que c'est ? Et il faut renouveler la carte de séjour. Alors, on a mis en place un système un peu fou. Au moment du Covid, c'était pas trop mal. Bon, je ne sais pas. Au moment du Covid, finalement, on a décidé de gérer ça de façon dématérialisée avec des claviers et un écran. Vous vous rappelez peut-être qu'avant, il y avait des étrangers qui se présentaient en préfecture à 3h du matin, 4h du matin, il y avait la queue, c'était pour une première demande, c'était pour un renouvellement, on ouvrait les portes à 8h, des fois on disait on prend les 30 premiers, il faudra revenir demain, et, les places s'achetaient à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Mais finalement, à un moment, on avait un individu en face de soi. C'est exactement ce que vous avez à l'OFPRA. Il y a quelqu'un qui... Bon. Mais là, il y avait quelqu'un, un fonctionnaire. On lui remettait des pièces, il disait il manque, il faudra revenir dans 3 semaines, etc. Ça créait le début d'un droit. C'était le droit à avoir un examen de son dossier par un individu. Et en droit des étrangers, en droit public, c'est 2 mois. En droit des étrangers, au bout de 4 mois, quand on n'avait pas de réponse, c'était un refus implicite. On pouvait avoir accès au juge. Et le juge administratif, qui guide l'administration, pouvait se fâcher par rapport à certaines préfectures. Soit dans le cas d'une procédure au fond, soit dans le cas d'une procédure en référé, et pouvait sanctionner des préfets qui ne respectaient pas un certain nombre de règles de droit, voire même des règles européennes, parce qu'il n'y a pas que le droit, il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a aussi, heureusement, un peu le droit européen. Et donc, on arrivait à faire avancer les choses. Et puis est arrivé le Covid, et tout à coup, on s'est dit, dans les préfectures, finalement, c'est pas trop mal. Au lieu de faire la queue le matin ou toute la nuit, on va utiliser les procédures dématérialisées. Et c'est comme ça qu'on a créé l'ANEF, l'Agence nationale, qui concerne aussi, d'ailleurs, les pièces d'identité et les permis de conduire, si je ne me trompe pas, et un autre système qui est démarche simplifiée. C'est-à-dire que vous devez aller sur des sites organisé par la préfecture. Et chaque préfecture a son mode opératoire, il n'y a rien d'unifié, eh bien ça devient un enfer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des situations d'étrangers qui étaient en situation régulière depuis, qui demandent le renouvellement, qui l'inscrivent sur un clavier et qui attendent désespérément
j'en ai presque terminé, qui attendent désespérément d'avoir une réponse. Alors, on a créé l'attestation de poursuite d'instruction, l'attestation de dépôt de la demande. Et ceux qui demandent pour la première fois un titre de séjour, on vient leur dire, devant le juge administratif, leur dire « Ah mais non, je ne peux plus rien faire. Vous êtes entré illégalement sur le territoire français, ah bah tant pis pour vous, vous allez attendre. » Avant, au bout de 4 mois, ils pouvaient saisir le juge. Père d'enfant français, conjoint de français. Maintenant, on va lui dire, monsieur, il va falloir attendre. Bon. Et donc, on est dans une situation qui vient d'être dénoncée. Hier a été publiée. Il faut le lire, c'est vraiment très bien. Ça résume toutes les difficultés. Amnesty International a fait une enquête sur plusieurs mois. Nous, on désespérait au cabinet, on se disait il faut absolument qu'un laboratoire de recherche universitaire travaille sur ces questions, parce que ça devient, c'est effrayant. Et ils ont, pendant plusieurs mois, fait un travail d'investigation, et ça résume exactement toutes les difficultés que vous avez en matière d'asile, toutes les difficultés qu'on a en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement. Et la folie de ce système actuel qui fait que, eh bien, on place aujourd'hui des étrangers dans une situation difficile, et nous, cabinet d'avocats, on en est au point de dire, mais ces dossiers-là, on ne va pas les prendre. On ne peut plus rien faire parce qu'on n'a plus d'accès au juge. On n'a plus d'accès au juge. On essaye de réfléchir, d'imaginer, etc., mais on n'a pas de solution. Et tout ça a été réfléchi, pensé, pour faire en sorte que tout ce qui avait été les progrès des années précédentes. Rappelez-vous, une loi de Giscard d'Estaing, la motivation des actes administratifs, loi de 78. Si vous allez demander un permis de construire et que le maire ne vous répond pas, au bout de 2 mois, vous pouvez saisir le juge. Eh bien, si je viens demander un titre de séjour en disant « je suis en France depuis 10 ans sans papier, j'ai des enfants qui vont à l'école, etc. », eh bien, on va dire « monsieur, il faut attendre. Il faut attendre que le préfet décide. » Et je n'ai pas d'outil juridique pour pouvoir contraindre et passer devant le juge. Voici en quelques mots ce que je voulais dire. Je n'avais pas du tout prévu de dire tout ça, mais finalement, le constat qu'on doit faire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la question du droit des étrangers est vraiment une question essentielle, avec des difficultés qu'on n'avait pas précédemment, et avec aujourd'hui un certain nombre d'impasses qui vont pas arranger les choses, parce que quand vous évoquez la situation des centres de refuge des demandeurs d'asile, lorsque, avec un petit bout de papier, on vient chercher un emploi, on vient chercher un logement, l'ouverture d'un compte en banque, enfin tout un tas de faits du quotidien. Aujourd'hui, même les juges administratifs nous disent « oui, mais vous ne rapportez pas la preuve qu'il y a un préjudice ». Voici ce qu'est la situation du droit. Vous avez bien fait de nous réunir parce que c'est bien de se mobiliser là-dessus. Merci beaucoup, Maître Tcholakian. J'insiste sur votre nom parce que je l'ai écorché tout à l'heure. Donc, je prie l'assistante et vous-même de bien vouloir m'excuser de ce faux pas. Alors, c'est passionnant ce débat. On a la tension rigueur-humanité, là, à travers les interventions. Non pas que l'un soit le tenant de l'inhumanité et l'autre de l'absence de rigueur, mais enfin, on avait ces questions-là sur la table. Elle se pose de manière théorique en droit, enfin assez durement, mais elle se pose aussi, je pense, dans la tête de chacun d'entre nous comme citoyens, dans le regard qu'on porte sur les questions d'émigration. Je vais laisser Thibaut animer vos questions, là. Tu as un micro ? Oui. Allez-y, n'hésitez pas. Non, je vais prendre ces empilements de textes réglementaires, législatifs, ça crée un maquis, mais qui finalement est contradictoire. Il y a des contradictions d'un texte à l'autre. Moi, dans l'éducation nationale, on reçoit des mineurs isolés. On paye leur formation. Ils passent un CAP de restauration, soit service en salle, cuisine, peu importe. Et puis après, on a payé ça coûte cher.
des formations professionnelles. Et après, on a leur dit, il faut foutre le camp. Alors, on se demande où est la logique de l'affaire. Il y a une réaction. J'aurais peut-être aussi une question à poser à l'un de vous deux, celui qui sera tenté de répondre sur les formules un peu surprenantes qu'on a vu émerger ces dernières années, notamment dans la solution anglaise au problème qui était posé d'externationalisation. Vous avez employé le mot, je ne sais pas si c'est le bon mot en l'occurrence là, c'est-à-dire on va effectivement renvoyer nos demandeurs d'asile ou nos étrangers à problème dans un pays au cœur de l'Afrique où il aura bien du mal à revenir vers nous, Rwanda, Tanzanie, etc. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une formule qui va fleurir, se répandre dans les années à venir? Voilà. Ça s'est fait, ça s'est fait, rappelez-vous, l'affaire de Folembray, on doit être en 1994, on arrête un peu partout en France, c'est l'époque où en Algérie il y a le GIA, et on arrête un peu partout en France un certain nombre de militants supposés. Ils vont être placés dans des centres de rétention. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont été éloignés du territoire à destination de pays africains, pays avec lesquels la France a passé des accords, et on a renvoyé vers, je ne sais plus les pays exacts en tête, mais on a envoyé au moins la moitié parce qu'on ne pouvait pas les envoyer en Algérie. Et donc, ça s'est fait comme ça. Il y a eu des cas d'envoi vers le Brésil et des pays tiers. Et alors je crois, mais alors ça c'est vous qui allez revenir là-dessus, c'est la question aussi de la demande d'asile faite à l'ambassade de France du pays où on a des soucis. Oui, sur cette question de l'externalisation, la définition de l'externalisation en matière de droit d'asile, elle relève d'un pays qui refuse d'examiner la demande d'asile de quelqu'un qui se trouve sur son territoire et effectivement transfère, si j'ose dire, la personne dans un autre pays qui a vocation à instruire la demande d'asile. Ce qui est différent du cas que vous évoquez, parce que là, il s'agit plutôt de reconduite. Alors après, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais peut-être que les personnes soit n'ont pas demandé l'asile, soit non, c'était pas de l'asile. Non, c'est pas de l'asile. C'était une manière de se débarrasser pour ne pas renvoyer dans le pays de nationalité et des pays d'accueil. Voilà. Aujourd'hui, il y a certains pays qui proposent d'accueillir. Voilà, mais pour moi, c'est un débat qui se pose, bien sûr, en droit, mais qui est différent. C'est-à-dire que là, le droit d'asile a une particularité qui est le principe du non-refoulement. Vous devez instruire. Et donc, cette externalisation, c'est une affaire qui, hélas, date. Notamment, les précurseurs en la matière, c'était les Australiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui transféraient les personnes à peine arrivées, sans examiner leur demande d'asile, à Nauru ou d'autres îles du Pacifique. Les Américains, c'est ce que l'administration Trump fait avec le Mexique, en disant non, mais le Mexique est un pays tiers sûr, donc ils vont demander l'asile là-bas. Vous le disiez, les Britanniques transfèrent au Rwanda parce que c'est au Rwanda que les gens vont pouvoir déposer leur demande d'asile. Ça, je crois qu'on peut affirmer que c'est totalement contraire à tous les principes juridiques fondamentaux du droit d'asile. C'est pourquoi je vous le dis, moi je suis en combat permanent. J'étais déjà à l'époque contre ça, et effectivement la tendance c'est celle-là. Et je vous annonce, hélas, que le risque va s'amplifier. La tentation est permanente. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, monsieur, et dans le prolongement de votre propos, maître, qui était, je trouve, extrêmement intéressant. Le drame, me semble-t-il, c'est que tout ça, là, et je trouvais vraiment que votre présentation était extraordinairement parlante, merci beaucoup de ça, mais à la limite, ça marcherait, ça. Moi, je n'aurais pas grand-chose à dire, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne marche pas, vous l'avez très bien redit, ni sous l'angle du respect des principes juridiques, ni sous l'angle de la dignité des personnes, ni sous l'angle de l'ordre public, que ce soit de l'ordre public économique dans les entreprises ou de l'ordre public dans la rue. Et tout le problème, me semble-t-il, c'est que nous sommes nombreux depuis quelques années à plaider pour une approche qui me semble être le plus rationnelle. Dans ces deux dimensions, j'y reviens, j'y insiste à nouveau, de dignité et d'ordre public. Et pourtant, on s'enferme en permanence dans ces mêmes logiques qui relèvent, me semble-t-il, encore une fois, de logique de on va en fait grossir parce que ça va empêcher les gens de venir en France.
Bon, je vous recommande un splendide discours du président de la République actuel en juillet 2017, à l'époque où il faisait de très beaux discours. Vous avez 3 phrases où il dénonce l'esprit préfectoral en la matière. J'ai rien à enlever à cette phrase extraordinaire où il explique que il faut que les préfets arrêtent de croire qu'en laissant les gens traîner dans les rues, ils vont les empêcher de venir en France. Il l'a dit, hein. Bon, le problème, c'est qu'il a vite changé d'avis. Mais il n'y a rien à retirer à cette explication. Et donc, lorsque j'ai quitté l'OFPRA, j'ai pris l'initiative de réunir un certain nombre de praticiens et praticiennes du droit des étrangers. Des juristes, un préfet, un syndicaliste, un patron, de manière à essayer de faire des propositions. Ce que nous avons fait, je pourrais peut-être vous le repasser, François, à l'époque, vers 2020, ça a eu un petit succès d'estime publique, aucun auprès des pouvoirs publics, qui ne nous ont pas même répondu. Et qu'est-ce que nous proposions ? Et moi, j'en reste dans cette approche-là. Il me semble qu'une possibilité serait d'inverser la logique. La logique de ça, sous votre contrôle, maître, c'est le principe, c'est non. L'exception, c'est oui. Le principe, c'est non, il n'y aura pas de droit au séjour. L'exception, c'est oui, vous en aurez eu. Et ça n'a pas cessé de s'aggraver, vous l'avez très bien démontré, notamment sur le plan de l'accès au travail. Là, c'est ce que vous l'avez très bien dit, c'est dramatique. L'ANEF dont vous parliez, ce système d'accès au séjour, ma fédération a saisi le juge administratif contre ce système. Le recours est en cours d'examen. Monsieur Retailleau a multiplié les circulaires, enjoignant au préfet de fermer tous les faibles, maigres robinets qui existaient de régularisation. Je suis en colère contre la classe politique française dans son ensemble, sauf rares exceptions depuis la loi immigration, puisque je considère, pour avoir même fait la tentative d'animer des groupes de parlementaires de tous bords dans la préparation de cette loi pour essayer d'avoir des choses utiles, nous pouvions avoir dans le droit français, là-dedans, un droit à la régularisation dans certains secteurs, où il y avait des besoins économiques. C'était à la portée de la main. Hein. Simplement, vous avez eu des gens alors, de tous les bords qui ont fait de l'instrumentalisation politique, qui ont considéré que par principe on ne discute pas avec l'ennemi politique, qu'il n'y a pas de problème d'immigration en France ou qu'il y en a trop. Et donc résultat, les gens ils sont toujours face à ça et ils sont démunis. Et la situation est terrible. Dans toutes les associations adhérentes de la face où je me rends, je vois désormais de plus en plus de personnes dans la situation que vous indiquiez. Ils sont entrés dans le centre d'hébergement avec un titre de séjour, ils n'arrivent plus à le renouveler. Donc tout est fait pour compliquer. Donc la proposition que nous faisions et que je maintiens, elle est d'inverser la logique. Le principe c'est oui, l'exception c'est non. Mais attention, hein, c'est vraiment oui et c'est vraiment non. Et ça, j'y insiste à nouveau. Parce que vous avez très utilement refait l'historique. Mais je pense que la situation de la société française n'est pas la seule, n'est plus celle des années 70. Et je crois, moi, à la lucidité, mais ça se discute, qu'il faut avancer dans ce contexte-là, face à ce contexte-là. Et c'est pourquoi les propositions que nous faisions visaient à considérer que, encore une fois, réformons le code pour que le principe ce soit oui, c'est l'asile, c'est l'instruction de la demande d'asile, c'est le travail, le principe c'est que c'est oui, dans les secteurs où il y a des besoins à redéfinir de manière à ce qu'on ait une vraie flexibilité de ce système des métiers en tension qui aujourd'hui est construit pour empêcher les gens d'avoir du droit au séjour alors que les besoins sont là. La protection humanitaire, la protection environnementale, faire en sorte qu'en France, sous votre contrôle, maître, comme dans d'autres pays, le juge, lorsqu'il est saisi du droit au séjour, d'abord l'administration, puis le juge en appel, d'abord l'administration, et l'obligation de regarder toutes les possibilités de droit au séjour. Puisque le droit français sous votre contrôle est tel que lorsque l'administration est saisie, bonjour, je voudrais un titre de séjour au titre étranger malade, l'administration vous dit c'est oui, c'est non. Dans d'autres pays, vous avez l'obligation dans l'administration, puis au niveau du juge, de regarder d'emblée toutes les possibilités de droit au séjour. Que l'on ait des titres pluriannuels, qu'on arrête le saucissonnage, et vous avez très bien rappelé l'historique. Donc, le principe, c'est oui. On ouvre le droit au séjour dans des conditions de transparence du droit. Et il y a des limites, et les limites sont respectées. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est pas de droit au séjour, c'est pas de droit au séjour. Et la reconduite est effective. Voilà ce qui me semble être de nature à sortir de ces incohérences et de reconstruire une adhésion à un droit de séjour assumé, transparent,
plutôt que de biaiser en permanence et d'ajouter des lois à des lois qui non seulement ne servent à rien, mais produisent de l'indignité et du désordre. Je vais rajouter, je crois que on n'est plus à la période que j'ai évoquée dans le passé, où le juge avait des instruments, où il y avait des avocats, il y avait des préfets qui jouaient pour certains le jeu ou pas, mais bon, je crois que chaque jour aujourd'hui, il faut rappeler que nos parlementaires, nos maires, nos magistrats, juges administratifs sont sous la pression, notamment des médias. Et quand le 20h des grandes chaînes débute par des événements dramatiques tous les soirs, donc il y a une opinion publique qui se constitue et qui fait que, par exemple, dans Lyon, 5 circonscriptions ont été prises par des députés du Rassemblement national dans un pays où il n'y a pas, dans un département où il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Et les magistrats qui traitent ces dossiers les traitent sous la plume tremblante. Même si on commence à voir des rédactions de mémoires de préfets ou des rédactions de jugements de tribunaux administratifs déraper un petit peu sur un certain nombre de points que moralement on ne faisait pas dans le passé. Les gens se lâchent un petit peu dans ce domaine. Bien sûr. Et pour en revenir à la situation des étrangers qui cherchent tout simplement à obtenir le renouvellement. Titre de séjour de Monsieur B, il dépose sa demande de renouvellement, on lui adresse confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de séjour. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit... le 13 mars 2025, vous avez déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente. Ce document constitue la preuve du dépôt de votre demande. Il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de... Il avait une carte. Il a une carte de séjour. Il ne constitue pas la preuve de régularité du séjour. Ce document n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Date d'émission le 13 mars 2025. Alors il attend. Et puis il va recevoir le 9 mai 2025 attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Oh, très bien. Une carte de séjour temporaire valable du 26/6/2025 au 25/6/2026 portant mention vie privée et familiale va vous être délivrée. Ce document est actuellement en cours de fabrication. Cette attestation n'est valable qu'accompagnée du visa long séjour ou du titre précédemment. Ah, on a un petit tout petit. Mais avec ça, on est en novembre, il n'y a toujours rien. Avec ça, cherchez un logement. Cherchez un crédit pour acheter une voiture pour aller travailler parce que vous habitez à 50 km de Paris et que le lieu de votre boulot, c'est Paris. Demandez à un banquier de vous ouvrir un compte ou de vous accorder un crédit. Tentez de vivre d'une façon générale une vie normale. Ah non, c'est pas possible. Et donc ça, c'est aujourd'hui le quotidien, non pas d'un étranger qui n'avait pas de papier. Alors celui-là, quand il fait une demande d'admission exceptionnelle, il va attendre 2 ou 3 ans avant. Et j'ai pas d'outils pour aller devant un juge. Lui, on va peut-être à un moment saisir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? L'employeur dit à monsieur là, je vais suspendre votre contrat de travail parce que c'est pas possible. Alors on va devant le juge des référés avec la lettre. Monsieur le juge des référés, c'est le juge de l'urgence. Monsieur le juge, il va perdre son boulot. Et on a une rédaction au tribunal administratif de Paris. Ah, mais ce document a été fait pour les circonstances. A été fait pour les circonstances par l'employeur. On en est là. C'est-à-dire que même les juges administratifs, ils n'en peuvent plus. Paris, c'est plus de 50% du nombre des dossiers qui sont des dossiers d'étrangers. C'est la punition d'être juge au contentieux des étrangers. C'est la punition. Donc eux-mêmes cherchent à trouver des moyens de tarir la source et ils vont pondre des jurisprudences qui nous bloquent. C'est ça la situation. Et le Conseil d'État, je ne rentre pas dans des détails, mais ne nous a pas arrangé les choses il n'y a pas très longtemps sur les délais pendant lesquels on peut faire des recours. Et le refus implicite de 4 mois, etc. Bon. Donc voilà, c'est le quotidien. Et ça n'arrangera pas les choses parce que on est de plus en plus sans papier, il y a de plus en plus de contrôles, on arrête les gens, on les place.
on a exécuté que 10% des mesures de QTF. C'est-à-dire que les préfets prennent des OQTF, ils font les beaux parce qu'ils ont des statistiques, mais elles ne sont pas exécutées parce que, pour mettre à exécution le retour vers un pays, c'est compliqué. Il y a des barrages, il y a des consulats qui disent « Attendez, lui, il est père de 4 enfants, vous voulez... Moi, je ne le reprends pas chez moi. Lui, ça va faire 20 ans qu'il est ici. Moi, je ne le reprends pas. Je ne vous donne pas le sauf-conduit. Organiser un vol, c'est un avion d'Air France, c'est le territoire français, dans lequel il peut y avoir 2 policiers français. Vous ne pouvez pas utiliser un vol d'un autre pays pour exercer. Donc, il y a un moment, on marche sur la tête. On fait du chiffre, on sait que ça ne marchera pas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça ne marche pas. Je voulais faire un petit témoignage. J'ai été très longtemps à la CIMAD. Compte tenu de mon âge, j'ai arrêté il y a 1 an à peu près. Mais je voulais rappeler quand même un point à Pascal Brice quand il dit qu'il faudrait, quand une décision est prise, il faudrait l'exécuter, que le fait qu'il n'y ait que 10% des OQTF qui soient exécutés, il ne faut pas que ça se passe comme ça, c'est pas bien. C'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'on n'empêchera pas les gens de venir en France. Toutes les histoires des députés qui disent que ce sont les conditions d'accueil ici qui attirent les migrants, de l'expérience des orateurs qui sont ici, et la mienne, c'est que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai longtemps, je me suis occupé d'une Malienne qui, à 20 ans, était la 4e épouse d'un vieux barbon au Mali. Quand elle a eu un enfant, il a considéré que c'était pas normal, il l'a battu et il l'a mis dehors. Elle a essayé de venir en Europe. Elle a passé 1 an en Libye et puis elle a réussi à arriver ici. Et elle a décroché un permis de séjour après 3 procédures. Bon. Au moment du renouvellement de son titre, il s'est passé ce que vous disiez tout à l'heure, même chose, elle est encore en train de chercher à avoir le renouvellement. Bon. Tout ça signifie qu'on ne peut pas parler d'une situation claire où il y aurait du positif et du négatif. Il y a un tel encombrement qu'il faut traiter le problème différemment. Je ne sais pas comment, mais il y a en France un nombre d'irréguliers qu'on ne peut pas résorber sans, effectivement, ce que vous avez dit, des procédures de régularisation qui seraient codifiées, qui seraient respectées par les préfets. Voilà. Il est clair que celui qui vient d'arriver depuis 3 mois sans papier, on peut se poser la question de savoir si, lorsqu'il se fait arrêter, est-ce qu'il peut revendiquer un droit au maintien sur le territoire français. La question est beaucoup plus complexe. Vous savez, l'équation de l'article 8 de la Convention européenne, c'est l'ancienneté du séjour, les attaches familiales sur le territoire français, les attaches sociales, les biens mobiliers ou immobiliers que vous pouvez avoir. C'est des critères qui étaient dans le temps pris en compte par le juge administratif. Et puis peut-être sur votre interrogation, quelle est la solution? Est-ce que l'aide au développement, moi je suis avocat, hein, mais c'est une interrogation. Je vous dis ça parce que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une émission sur RFI au Sénégal, qui a un relativement fort niveau de formation professionnelle. En Tunisie, où il y a aussi un fort niveau de universitaire, on est en train de voir des jeunes qui se disent « j'ai aucun... même avec mon master 5, 10, j'ai très peu d'espoir ». Et donc, ils sont en train de réfléchir au Sénégal à créer des start-up. Parce qu'aujourd'hui, avec un clavier, un ordinateur, on est capable de faire des choses. Et est-ce qu'une des solutions, ça ne va pas tout régler, mais c'est pas de faire en sorte que les jeunes restent au pays. Aujourd'hui, finalement, ceux qui viennent sur le territoire français, ce sont souvent ceux qui sont pas diplômés. Quand on est à Caille, il y a une tradition malienne, on vient en France parce qu'on y a toujours vécu. Bon. Mais les vieux ici, dans les foyers,
je défends des foyers contre, entre guillemets, des négriers, ça existe encore, notamment la Caisse des dépôts. Ils ne veulent plus que les jeunes y viennent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. L'aide au développement. Vous avez raison, l'appel d'air, c'est des histoires. Il y avait écrit appel d'air ici à une époque. Vous étiez peut-être à la CIMAD d'une époque. J'étais supposé personnellement faire l'appel d'air parce que les taux de protection de l'OFPRA étaient excessifs. J'ai eu quelques discussions assez virulentes avec quelques responsables politiques français à l'époque. Donc, vous savez, là, sur l'appel d'air, moi je suis très tranquille. Maintenant, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que ce pays est en train de basculer. Je pense que ce pays est en train de basculer comme d'autres. Et que la question des étrangers y est centrale, qu'on le veuille ou non. Parce qu'elle est instrumentalisée, mais aussi parce qu'elle travaille une société qui ne va pas bien. Moi, je pense, depuis longtemps maintenant, que, pardonnez-moi, mais le discours de l'impuissance, il est délétère. Il est délétère. Alimenter ce que les gens ont en tête, qui est qu'au fond, on ne contrôle plus rien. Ils ne contrôlent plus rien. Dans une démocratie, ils ne contrôlent plus rien. Ils ne décident plus de rien, en tant qu'individu et en tant que peuple. Que de toute façon, les gens viendront. Ils sont là, ils viendront, ils ne repartiront plus. Moi, je pense que c'est délétère. Et la conséquence que j'en tire, ah ben, monsieur, le discours de « il n'y a pas le choix », moi je sais où il nous mène. Hein. Il est mortel. Il n'y a pas le choix. Moi, ça ne me fait pas rigoler. Hein. Parce qu'il n'y a pas le choix. Je peux vous dire que les gens, ils pensent qu'il y a un choix face à ça. Hein. Et le choix, ils sont en train de le faire. Hein. Pardonnez-moi, hein, mais moi, je suis dans une période où c'est trop grave. Hein. Et je respecte votre point de vue. Hein, et j'ai ces discussions de longue date avec des amis de la CIMAD. C'est pourquoi je préconise, à tort ou à raison, que nous changions de logique. C'est bien parce que je ne crois pas une seconde à cette fable de l'appel d'air que je pense qu'il faut construire un système juridique et institutionnel et de politique où le principe c'est oui, vous avez le droit au séjour parce que ce pays, ça lui fait du bien. Son économie en a besoin, le droit d'asile, on doit le respecter. Ça fait du bien à ce pays. Et que ça doit être maîtrisé et organisé selon des critères clairs. Et qu'encore une fois, celles et ceux qui ne doivent pas rester sur le territoire français ne doivent pas y rester. J'ai expliqué à plusieurs reprises, y compris on l'a fait dans ce rapport à des ministres de l'Intérieur. Je l'ai dit à M. Darmanin le dernier, M. Bretaillou, je peux parler avec lui et ça me va très bien comme ça. M. Darmanin, je suis allé le voir. Je dis, mais monsieur le ministre, je ne comprends même pas que dans votre pur intérêt politique, je peux comprendre que ça avait du sens pour un homme politique ou une femme politique, vous ne sortiez pas de cette logique, vous l'expliquiez très bien, qui fait que le taux d'exécution de vos OQTF vous ridiculise. Non seulement c'est un problème, à mon avis, fondamental, mais en plus, vous êtes ridicule avec cette histoire. Donc, faites comme les Allemands. Les Allemands, ils régularisent sur des bases claires. Espagne. Et ils exécutent effectivement bien plus largement que nous. Et donc, je sais que c'est choquant pour beaucoup d'amis. Mais je le redis, je pense, pour ma part, à tort ou à raison, que dans l'état où est ce pays, il n'est pas le seul, le droit doit être respecté. Il doit être refondé, mais il doit être respecté, y compris dans ses limites. Même si c'est pas ma culture, c'est pas mon penchant, c'est pas mon envie. Mais je pense qu'aujourd'hui, dire aux gens, bon, de toute façon, hein, ils viendront, et ils pourront pas repartir, moi, ça, je ne le fais plus. Hein. Non, mais il y a un préalable. Oui. Un préalable, c'est précisément ce que vous avez dit, que la régularisation puisse être faite selon des règles précises Tout à fait. et respectueuses. Voilà. Il y a eu la circulaire Valls qui était bien faite Oui. et qui n'a jamais été appliquée totalement. Il y a eu la régularisation d'Armanin qui a été sabotée pour les circulaires. Hein. Mais je propose mieux encore, monsieur, parce que je suis d'accord, hein, mais je propose mieux encore. Parce que moi, on fait de la régularisation sur l'admission exceptionnelle au séjour. On est tous dans un tel état que vous décriviez qu'en fait, maintenant, on ne rêve plus que de ça. Hein. Parce que, je veux dire, on prend tout. C'est-à-dire, les gens sont dans une telle situation abominable. Mais fondamentalement, moi, je pense que des régularisations sur base exceptionnelle, c'est un constat d'échec du système. Et c'est pour ça que j'étais tellement heureux à la perspective que nous ayons un droit à la régularisation dans le droit français.
Et parce que nous avons eu des politiciens et des politiciennes qui sont allés sur des tribunes et expliqué que soit qu'il y avait trop d'étrangers en France, soit que l'immigration c'était formidable et qu'ils ne voulaient pas discuter avec qui que ce soit, que pour l'instant on est dans la situation de la colère. Pardonnez-moi, mais j'ai une colère qui ne s'éteindra pas là-dessus. Ces gens ont été d'une irresponsabilité crasse. Hormis 1, 2 ou 3 d'entre elles ou d'entre eux, que je vais citer, parce qu'ils le méritent. Fabien Roussel, je ne suis pas un communiste et c'est pas mon truc et je suis en désaccord fondamental avec beaucoup de choses avec lui, y compris sur l'Ukraine. Il a négocié jusqu'au bout. Delphine Batho, elle a négocié jusqu'au bout. Et les autres ont expliqué qu'ils ne discutaient pas avec des macronistes et que de toute façon l'immigration c'était formidable et qu'il n'y avait aucun problème sur quoi que ce soit. Donc si vous voulez, moi quand je vois la situation des gens aujourd'hui, je ne supporte plus ça. Et donc je partage ce que vous dites, monsieur. L'appel d'air, c'est une farce. Je pense qu'il faut que nous puissions, mais c'est mon point de vue, construire un système de droit qui garantisse aux gens que le droit est respecté, l'humanité est respectée, les besoins de l'économie du pays sont respectés, le droit d'asile est respecté, et que le peuple français est en droit de mettre des limites et qu'elles sont respectées. Et ensuite, le premier qui vient vous dire « un étranger est un problème par principe », je lui dis « pardon monsieur, mais moi je ne discute pas avec vous ». Parce que ça, c'est la limite que je ne franchirai jamais. Pour répondre à la question de l'appel d'air, aujourd'hui, vous voyez bien à Calais et surtout le littoral face à l'Angleterre, qu'il y a des gens qui risquent leur peau pour aller en Angleterre. Ils ne veulent pas déposer de demande d'asile en France. Ah bah ça m'a occupé, ça. Hein. Voilà. Parce qu'ils savent que ça n'a pas marché. Ça a marché à l'époque. Moi, j'ai fait en sorte que ça marche. Donc, ils veulent pas de régularisation en France. Ils veulent absolument aller en Angleterre au risque de leur vie. Et puis, l'Italie a régularisé. L'Espagne a régularisé. Vous avez évoqué l'Allemagne avec une certaine rigueur. Aujourd'hui, on est dans une impasse. Alors, il y a, dans le monde du 25 octobre, Hervé Lebras, c'est pas révolutionnaire, il est démographe. Il vient dire quoi? Il dit, pour lutter contre la baisse de la natalité qui pèse sur le financement du régime des retraites actuel, le démographe Hervé Lebras rappelle qu'il existe une solution miracle, bien qu'elle... Bon. Alors, je sais pas, tout le monde cherche des solutions. Et on se dit, pour les retraites, écoutez, c'est une vraie question. On vient d'annoncer que la France était à 1,4 de naissance. On est dans une chute. On est ici un certain nombre à avoir un peu les cheveux blancs. On peut se poser la question du maintien de nos retraites. Mais voilà, il faut réfléchir à des solutions. Alors, refonder ça, ah oui. Y mettre un certain nombre de critères logiques, de bon sens. Bon. Mais il y en a un dedans. Mais elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas respectées. On vous dit, quand le préfet prend une OQTF, il doit préalablement s'assurer des critères d'ancienneté du séjour, je résume, d'attachement. Mais c'est jamais fait. Il y a une formule considérant qu'il a été examiné la situation de l'intéressé au regard de son droit à rester en France. Quoi. Voilà. Et le juge administratif dit, attendez, mais c'est motivé, monsieur. Maître, ça c'est motivé. Moi, monsieur le juge, il n'y a pas eu d'étude du dossier. Il s'est fait arrêter le matin, il a eu le QTF le lendemain. Il n'y a pas eu une étude du dossier. Pourtant, le code, il dit un petit peu que avant de prendre une... Voilà. On est dans cette situation où finalement tout le monde est en train de baisser les bras. Et où on agite une situation qui fait penser quand même à l'entre-deux-guerres. Hein. Je reviens sur une question, la naturalisation, qui est un élément d'intégration. Les conditions qui ont été depuis, je ne veux pas revenir, mais on a rendu de plus en plus difficile la question de la naturalisation, à tel point qu'on a soumis le questionnaire de maîtrise de la langue française à une quinzaine d'universitaires. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y en a la moitié qui s'est plantée. La moitié qui s'est plantée. Et, tenez-vous bien, Retailleau, avant de partir du ministère de l'Intérieur, je crois le 4 octobre, il a pris un décret, ou 4 août, je ne sais plus, il a pris un décret. Il va falloir maintenant, en plus de la maîtrise de la langue, être soumis à un questionnaire de civilisation française, pour résumer. Qu'est-ce que c'est un bœuf bourguignon, comment ça se fabrique, voilà. Non, mais et alors que la naturalisation, qui dans le temps dépendait du ministère des Affaires sociales, et qui est passée au ministère de l'Intérieur. Oui, c'est des petits riens. Le visa,
Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur. Naturalisation, Affaires sociales, ministère de l'Intérieur. Tout est concentré sur le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère difficile, parce qu'on va lui reprocher de ne pas maîtriser la sécurité, de ne pas gérer les expulsions, de régulariser trop. C'est vrai que c'est un ministère compliqué. Il y a eu des grands ministres de l'Intérieur. Il y a eu des grands ministres qui ont accepté. Chevènement, il a quand même fait un travail qui n'était pas trop mal. On peut reprocher aussi. Question mais naïve ou une remarque. J'ai l'impression quand même que la formation, de commencer par une formation, c'est quand même encore une filière possible pour les personnes qui viennent de l'étranger. Parce que nous, dans mon expérience, on a quand même des personnes comme ça qui ont une formation et après ils ont un contrat de travail et avec le contrat de travail, ils peuvent avoir un titre de séjour. Et en fait, vous avez dit de la réserve pour le titre de séjour, mais parce qu'on a un contrat de travail, on peut demander le titre de séjour. Et ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les personnes qui viennent d'Algérie, de Maroc, moi c'est surtout les personnes avec lesquelles je travaille là, par rapport à des personnes qui viendraient de plus loin, de situations plus compliquées, pour la longueur du titre de pour l'attente, par exemple, pour avoir un titre de séjour. S'agissant de la formation, je vais vous donner un exemple. Lorsque dans les années 70, on a confié à la Sonacotra le soin de gérer les foyers de travailleurs migrants qui intéressaient l'industrie et l'économie française, dans les foyers, on avait financé des cours d'alphabétisation. Il existe encore des foyers. Les salles d'alphabétisation ont été supprimées. La CIMAD, qui a des permanences un peu partout en France, a assuré des formations. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Je ne sais pas si elle a les subventions, les financements qui permettent, et vous avez tout à fait raison, on intègre une société par la langue, par la maîtrise de l'écrit. Technique, comme se disait, voilà, un apprentissage technique. D'accord. Mais là, au prétexte, faut pas tricher, au prétexte de rendre plus difficile l'accès à des droits, le droit à la naturalisation, le droit au séjour, etc., eh bien, on a ajouté des conditions qui sont la maîtrise de la langue française. C'est confié à des sociétés privées. C'est confié à des sociétés privées qui ont ouvert un business, entre guillemets, de cette activité. Et je vais vous dire une chose. Les tests, ils s'achètent. À part l'Alliance française, qui est l'organisme qui fait de la formation pour passer les examens, mais vous avez plein de boîtes privées, il n'y a aucun contrôle. Les centres de contrôle pour les véhicules, c'est très réglementé. Les centres sur la maîtrise de la langue française et les tests, ça ne l'est pratiquement pas. Alors, Algérien, Maghreb, pour répondre, là, je ne sais pas, il n'y a pas de règles particulières. Il y a des accords, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui finalement n'apportent pas grand-chose. Peut-être que l'accord franco-algérien de 68, mais dans la réalité, ça ne protège pas beaucoup. Bien, nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous vouliez intervenir ? Non, il y a juste une question de monsieur sur c'est quoi un droit à la régularisation. Et alors très rapidement, c'était très novateur dans le principe. C'est-à-dire que vous voyez, pour l'instant, une régularisation, c'est discrétionnaire. Je le dis sous votre contrôle, maître. C'est-à-dire que c'est le préfet qui dit oui ou non avec sur base d'instructions, la circulaire Valls, etc. Et là, il s'agissait d'inscrire dans la loi, dans un article de loi, le principe qui voulait que dès lors que vous faisiez une demande de séjour pour le travail dans certains secteurs dits en tension, et donc tout l'enjeu c'était de redéfinir ce secteur à mes yeux de manière très large, alors vous aviez droit à une régularisation indépendamment de la volonté de l'employeur. C'était écrit comme ça. Et c'est ce qui n'a pas pu prospérer. Donc, comme je l'annonçais, on arrive au terme de cette rencontre, mais ce n'est pas la fin des débats sur Exil-Asile. Merci à Maître Tcholakian, merci à Pascal Brice pour leurs interventions très complètes. Je pense qu'on va retenir que... On applaudit après la synthèse. Voilà, non, mais tout l'honneur est pour vous. Le monde kafkaïen du droit des étrangers, fondé sur le refus d'une forme de rigueur, c'est ce que
Pascal Brice a revendiqué, voire exigé, au profit, en fait, et ça c'est la marque du discours dominant aujourd'hui, d'une fausse vigueur. Et c'est vraiment cette tension entre des discours proclamatoires absolument hors du réel et l'absence de prise en charge d'une rigueur sur ces questions de migration. Alors nous allons poursuivre cette réflexion autour exil-asile dans une prochaine rencontre. Elle aura lieu le jeudi 11 décembre chez nos amis du Café de Rôti, avec Thibaut toujours. C'est 85 bis rue de Ménilmontant dans le 20e, les métros Ménilmontant, Pyrénées ou Gambetta. Le thème sera l'exil à l'épreuve de la Méditerranée. Comment une mer nous relie et nous sépare? Quelles sont les issues à une telle situation? Je rappellerai quand même ce chiffre. Il y a au fond de la Méditerranée 20 000 morts liés à des tentatives de traversée, 20 000 au moins liés à des tentatives de traversée. Cette discussion aura lieu entre Pierre Micheletti, médecin universitaire spécialiste des questions humanitaires. Il a été à Action contre la faim un médecin du monde, mais il est aujourd'hui membre du conseil d'administration d'SOS Méditerranée. Donc il suit de très près ces dossiers. Et Camille Schmoll, qui est une géographe et spécialiste des questions des migrations. Donc je vous invite à compléter ce cycle en venant au Café de Rôti. L'endroit est charmant, les tenanciers du café sont formidablement sympathiques, donc n'hésitez pas à vous déplacer un peu plus loin que le 13e arrondissement où on est aujourd'hui, pour aller jusque dans la terra incognita du 20e. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et merci aux intervenants.